Bonjour à toutes et tous. On va commencer cette première conférence du vendredi avec un temps d'échange sur les Uber Files. Je ne vais pas revenir en détail sur ce que sont les Uber Files. Je pense que vous en avez entendu parler et surtout les intervenants, notamment Daniel et Marc, pourront en parler et revenir sur ce qui s'est passé. Donc très rapidement, en quelques mots, on va revenir sur finalement en quoi Uber a réussi à imposer sa loi et faire la loi en France ces dernières années au détriment de l'intérêt général, de certains statuts, notamment le salariat, et au détriment des travailleurs. Donc pour rappel, Uber arrive en France en 2011 avec l'arrivée d'une application. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, les journalistes, les politiques, etc., nous disaient que finalement, ils venaient un peu de challenger, comme on pourrait dire dans la Startup Nation, les chauffeurs de taxi, que les chauffeurs de taxi étaient un peu chers, c'était pas si génial, etc., et que c'était génial qu'Uber arrive pour remettre un peu de concurrence et un souffle nouveau dans ce service en fait, de déplacement des gens. Et très rapidement, on s'est rendu compte, donc à mesure à la fois en fait, que les chauffeurs de taxi s'organisaient pour dire mais en fait, nous, on a passé un concours, on s'est endetté pour accéder à une licence et ce système en fait, ne fonctionne pas. On a des luttes qui sont organisées, on a des élus, par exemple Daniel Simonet, qui depuis très très longtemps a été présente aux côtés des chauffeurs de taxi, ou même des gens comme Leïla Chaibi, donc, qui est eurodéputée, qui se sont intéressés à ces sujets-là au fur et à mesure du temps. Et en fait, on a un discours critique vis-à-vis de l'ubérisation qui s'est développé un peu en pendant à tous ces discours, cette espèce d'unanimisme qu'on avait notamment dans les médias, jusqu'à l'an passé. Donc, on a un lanceur d'alerte qui nous fait des révélations sur les Uber Files. Et quelques mois plus tard, Daniel Simonet, devenu député, qui dit si on faisait une commission d'enquête sur le sujet. Donc, c'est de ça dont on va parler ce matin. Donc très rapidement, vu qu'on est assez nombreux, je vais vous présenter nos invités. Donc déjà, Daniel, que je ne présente pas, qu'on connaît ici. Sophie Bernard, qui est sociologue à Paris-Dauphine et qui a récemment publié le livre Uber usé sur le capitalisme racial de plateforme. Marc Magan, ancien lobbyiste d'Uber, reconverti en lanceur d'alerte. Brahim Ben Ali, qui est secrétaire général du syndicat de VTC. Et Gérard Filoche, inspecteur du travail et porte-parole de la GDS, la Gauche démocratique et sociale. Donc merci à toutes et tous d'être venus. Et sans plus tarder, première question à Brahim. En fait, tu es secrétaire général d'un syndicat. Comment ça se passe en fait, comment on organise des luttes quand on est chauffeur VTC, qu'en fait on travaille, on a comme outil de travail, on se retrouve avec sa voiture et une application sur son téléphone. Comment on s'organise? Et aussi, j'ai ouï dire que bientôt tu allais aux États-Unis rencontrer Uber. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ouais, voilà. Donc effectivement, je suis le représentant des chauffeurs VTC qui maintenant représente aussi d'autres travailleurs de plateforme, puisque Uber étend ses activités à d'autres secteurs d'activité. Donc il fallait pour moi représenter d'autres travailleurs de plateforme. Comment on organise la lutte? Tout simplement à l'ancienne, comme à l'époque, on faisait du porte-à-porte, il fallait bien aller rencontrer les gens. Donc moi, j'ai été rencontrer les travailleurs de plateforme. Je suis sorti de mon véhicule, puisqu'on était tous isolés, chacun pour soi. Dieu pour tous, et je me suis dit il faut casser ça en fait. Il ne faut pas qu'on reste chacun à sillonner les rues sans qu'on puisse communiquer ensemble. Et à ce moment-là, il fallait tout simplement aller à leur rencontre. Donc j'ai été à leur rencontre, j'ai discuté avec eux. Et au fur et à mesure des discussions, j'ai bien vu qu'en fait, il y a des choses qui n'allaient pas en fait. Je pensais que j'étais le seul. Je me suis dit peut-être que c'est un bug informatique, peut-être que la machine déconne finalement et que je me plains pour rien, ou peut-être que je me fais des films. Et finalement, je me suis rendu compte que non en fait, ça touchait tout le monde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on était subordonné par une machine. Et on nous faisait croire que c'était la machine, mais je rappelle encore une fois que la machine est alimentée par l'homme. Et donc, on a bien compris que finalement, l'entreprise voulait qu'on travaille sans qu'on se pose de questions. Et ça ne nous allait pas parce que pourquoi on a vu la dégringolade tarifaire, on l'a vécu cette dégringolade, c'est-à-dire il y a une chute brutale de notre rémunération et quand on posait des questions, on avait cette menace, cette épée de Damoclès où à chaque fois on nous disait vous allez être déconnecté. Et donc, pour s'organiser, on s'est dit ça suffit en fait, il faut aller à l'ancienne, il faut occuper le terrain comme Uber occupe l'espace public. Et comment on occupe le terrain? C'est tout simplement, il faut se mobiliser. Donc on est parti se mobiliser. Très grosse date, 2019, ça a été la plus grosse mobilisation puisqu'on a bloqué tous les bureaux partenaires d'Uber en France donc, pendant 3 mois
À ce moment-là, on a bien vu que la direction cherchait à discuter, à entamer leur fameux dialogue social. Parce que notre dialogue social, c'est de pouvoir discuter, échanger et de pouvoir écouter. Sauf que de l'autre côté, on avait l'impression d'être devant un mur. Donc du coup, on a continué à bloquer. Et 2019, pourquoi c'est une année importante? Parce qu'en 2019, moi j'ai été déconnecté en fait, suite à plusieurs menaces de la plateforme Uber qui disaient ça suffit, le mouvement devient de plus en plus grand, il dure trop longtemps, et en plus de ça, vous avez connu aussi le fameux hashtag Uber c'est over, où on dénonçait des femmes qui ont été agressées sexuellement par des faux chauffeurs, des faux profils. Je rappelle qu'Uber ne vérifiait pas les profils des travailleurs, hein, donc, et ça on le dénonçait déjà. Et en 2019, ces deux éléments, le hashtag Uber c'est over plus notre mobilisation, a porté un vrai coup à la société Uber. C'est-à-dire vraiment à ce moment-là, ils concédaient à quelques améliorations qui étaient insuffisantes pour nous. Et j'étais déconnecté suite à ces menaces. La déconnexion est très simple. Donc c'est que je ne respecte pas la politique d'Uber, je ne respecte pas le dialogue imposé par Uber, et donc il fallait me déconnecter. Mais 2019, la lutte aussi, ça a été aussi d'être soutenu par des élus, dont ma rencontre avec Laila Chaibi, la députée européenne, hein, qui s'est saisie de ces questions-là. Et qui nous a donné un espoir, puisque la politique, nos élus, vous l'avez bien vu, la collusion entre l'État et la plateforme Uber, elle est évidente dans les Uber Files. On a bien vu que finalement on ne pouvait pas discuter avec eux et qu'il fallait essayer de réglementer ailleurs. Et donc Laila Chaibi nous a donné cet espoir-là. On a travaillé au fur et à mesure en lui expliquant en fait nos problématiques et pourquoi aujourd'hui on se sentait isolé, seul, et qu'on avait l'impression en fait d'être enchaîné, hein. Aujourd'hui, on porte le poids de nos chaînes, il faut dire clairement les choses. Tout le monde nous voit avec des belles berlines et tout ça, mais les véhicules ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que c'est des véhicules qu'on loue, en fait. On paye, on est enchaîné à nos dettes, et finalement, ce qui reste de nous, c'est des personnes qui tombent malades, pour la plupart qui ont du mal à se relever parce que ils pensaient générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir au moins s'orienter ailleurs ou faire quelque chose d'autre, et finalement, non. Donc, la lutte, c'est tout simplement d'expliquer à tous ces travailleurs, parce qu'il y a un énorme turnover chez nous, il faut le savoir, à la nouvelle génération, qu'il ne faut pas se laisser faire, en fait, finalement, que c'est illusoire, qu'ils sont en face d'un modèle qui leur fait croire que finalement, ils vont être entrepreneurs et qu'ils vont pouvoir générer suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir développer leur entreprise. Mais en fait, ils font que développer l'entreprise Uber, pas leur propre entreprise. Et on le voit au fur et à mesure de l'évolution de la commission. La commission d'Uber n'a cessé d'augmenter, dans nos luttes, on l'a bien vu, et de l'autre côté, on a vu une dégringolade de nos droits, c'est-à-dire il y a une aliénation de nos droits. On a bien vu que finalement, on n'avait le droit à aucune protection, et que celui qui paye pour travailler, c'est nous. Et quand je dis on paye pour travailler, c'est hyper important de le dire, ça. C'est qu'aujourd'hui, on paye la TVA de la plateforme. C'est-à-dire qu'on paye notre employeur pour pouvoir accéder à la plateforme et travailler. C'est ça qui est grave aujourd'hui. Vous imaginez dans un monde où finalement vous avez quelqu'un qui vous fait une proposition d'emploi et vous devez le payer pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui on paye pour pouvoir travailler. Et pour pas être trop long et pour pas parce que l'histoire est très très longue, on pourrait faire une série Netflix là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que je pars aux États-Unis parce que Uber, malgré toute la campagne qui a été faite contre moi, a décidé de me rencontrer et m'a dit il faut qu'on fume le calumet de la paix. Et je leur ai dit mais attendez, je comprends pas, vous avez déposé plainte contre moi, vous me traitez, vous me taxez d'agresseur, et finalement là, vous décidez de me rencontrer en catimini, mais pourquoi vous ne faites pas un débat avec tous les travailleurs? Et là, ils me disent oui, mais vous savez, je leur ai dit vous êtes très bien avec les autres associations avec lesquelles vous discutez et tout ça, pourquoi vous voulez discuter avec celui que vous taxez à chaque fois de virulent, de personnes qui ne veulent pas discuter? Et là, ils me disent en catimini, mais non, mais attendez, vous êtes le visage des travailleurs de plateforme, bon, les autres on discute, mais on n'avance pas très bien, enfin, le niveau, enfin, je vois même qu'ils sont insultants avec leurs interlocuteurs, hein. Et à ce moment-là, ils me disent mais on a tout intérêt à travailler ensemble, parce qu'en fait, il y a Bolt, le méchant qui est là, hein, celui qui est en train d'étendre son pouvoir, celui qui essaie de prendre le leadership donc à Uber, et ils me disent il faudrait qu'on s'allie. Et ils me font une proposition où ils me disent on aimerait bien intégrer votre structure syndicale au sein de notre entreprise. Waouh, ok, d'accord, avec les avantages qui vont avec.
Donc moi, je décide de refuser pour la deuxième fois, puisqu'avant, j'avais déjà une autre proposition alléchante où on me proposait justement de m'offrir 150 € de bonus défiscalisés, enfin patati patata. Donc c'était la deuxième proposition, sauf que celle-là, elle était plus cohérente pour eux, parce que ils n'étaient pas là pour m'amadouiller, mais plutôt de dire on travaillera ensemble et c'est légal et patati patata. Donc moi, je leur ai dit, je ne veux pas parler avec des gérants de paille, parce que je lui dis, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mais vous décidez de rien. Si, j'ai un certain pouvoir de décision, mais effectivement, tout se décide à San Francisco. Je leur ai dit, moi, je veux bien discuter avec les décisionnaires. Et à ce moment-là, elle me dit, écoutez, aucun problème, je serais ravi de vous recevoir à San Francisco. Et je leur ai dit, attendez, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et du coup, 2 ans après, j'ai décidé de prendre mon billet d'avion pour aller à San Francisco et leur montrer à tous ces travailleurs de plateforme que finalement le combat, d'accord, continue, qu'il ne faut pas s'arrêter à un combat local, qu'il faut aller chez eux, les attaquer chez eux, et que même si derrière ils ne nous reçoivent pas, dans tous les cas on aura sensibilisé l'opinion publique. Donc du coup, pour ma part, c'est un combat où on veut vraiment informer un maximum de citoyens sur ce que l'ubérisation est. C'est très tentaculaire et ça touchera tous les secteurs d'activité au point de paupériser tout le monde. Voilà, merci. Merci beaucoup. Sophie Bernard, donc en 2016, Emmanuel Macron disait que c'était mieux que les jeunes dans les quartiers soient chauffeurs Uber plutôt que dealers. Je pense que cette phrase qui a été largement commentée a fait pas mal écho au livre que tu viens de sortir, donc Uber Usé. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur tes travaux et surtout en fait le type d'emploi que crée Uber et les trajectoires aussi du coup de tous ces travailleurs auto-entrepreneurs uberisés que tu as pu rencontrer? Ça marche. Merci beaucoup. Je vais mettre le timing parce que moi je risque de déborder. Donc en effet, en 2016, Emmanuel Macron est alors ministre de l'économie et puis candidat à la présidentielle quand il dit allez à Stein expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. Et il rappelle la réalité, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC, mais ils rentrent dans la dignité, ils trouvent un travail, ils mettent un costume, une cravate. Alors, je vais passer sur l'association entre costume-cravate et dignité pour me concentrer sur le reste. Mais donc, vous voyez ici, avec ce propos, que Macron se présente comme un promoteur de la plateforme. Et finalement, les conditions de travail et de rémunération qui sont dégradées le sont en fait au nom de l'emploi d'une population spécifique, des jeunes des quartiers. Et en fait, donc, je voudrais remettre un peu en cause ces fausses évidences sur la base d'une enquête que j'ai menée auprès des chauffeurs Uber à Paris, Londres, Montréal. Je vais plutôt parler ici de Paris pour justement revenir là-dessus. Alors d'abord, première chose. D'abord, leurs conditions de travail et de rémunération, elles n'ont pas toujours été aussi mauvaises. Aujourd'hui, oui. De fait, on va y revenir. De fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, le modèle économique d'Uber, ça repose sur quoi ? Notamment, Uber suppose une offre excédentaire de chauffeurs par rapport à la demande pour satisfaire cette demande. Si vous attendez, quand vous êtes client, d'avoir une réponse rapide. Si ce n'est pas le cas, vous passez à la concurrence. Donc il s'agit d'avoir un maximum de chauffeurs qui peuvent travailler pour vous, pour satisfaire la concurrence, pour satisfaire la clientèle et s'imposer face à la concurrence. Et donc Uber, pour cela, va s'installer à coup de prime pour inciter les chauffeurs à travailler par son intermédiaire. Donc la promesse, c'est ce qui a été dit par Brahim, c'est accès à l'indépendance, rémunérations élevées. En fait, une fois que Uber dispose de suffisamment de chauffeurs, eh bien, il y a un renversement de la situation. Uber s'est alors imposé comme un acteur incontournable. Il faut passer par l'intermédiaire de cette plateforme pour en fait gagner suffisamment. Et donc à ce moment-là, eh bien, les primes sont supprimées, les tarifs sont diminués, la commission augmentée. Et donc les chauffeurs connaissent une chute de leur rémunération. Et donc, autre élément, c'était l'accès à l'indépendance. L'accès à l'indépendance, c'est un des motifs premiers d'entrer dans le métier. Le travail, en réalité, il est encadré, contrôlé par ce qu'on va appeler un management algorithmique. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Juste quelques exemples pour que ce soit plus clair. On peut se dire finalement que les chauffeurs, ils sont libres dans l'organisation de leur temps de travail. Alors oui, ils sont libres, ils peuvent organiser leur temps de travail comme ils le veulent. Mais à partir du moment où les tarifs sont très faibles, très bas, eh bien, ils sont incités à allonger leur durée du travail. Ce qui arrange Uber, qui a besoin, je le rappelle encore, donc d'un maximum de chauffeurs disponibles pour travailler.
Et ils sont aussi incités à travailler selon des horaires atypiques, le soir, à la nuit, le week-end, donc notamment par des majorations de tarifs. On leur offre des tarifs plus élevés sur ces périodes. Donc, liberté dans l'organisation du temps de travail, mais en réalité des incitations qui sont très contraignantes parce que les tarifs sont tirés vers le bas. Donc, injonction plutôt à travailler autour de 60 heures, 70 heures par semaine, travailler le soir, le week-end, la nuit. Autre élément de ce management algorithmique, par exemple, c'est les clients. Donc, quand vous êtes client, vous notez les chauffeurs, vous les évaluez, vous leur mettez une note sur 5. Et donc, en fait, vous avez, à la moindre plainte d'un client en particulier, eh bien, en fait, un compte peut être désactivé, ce qui peut arriver donc assez facilement. Comme me le disait un des chauffeurs que j'ai enquêté, j'ai eu des milliers de courses avec 5 étoiles, il suffit d'un client bourré et c'est fini. Donc, ils sont d'autant plus soumis à Uber, en fait, qu'ils sont dépendants de la plateforme. Parce qu'en fait, comme le dit un autre chauffeur, c'est psychologique. Tout le monde passe par Uber. Les clients, les chauffeurs. Donc, s'ils veulent gagner leur vie, ils doivent passer par Uber. Mais si Uber donc, désactive leur compte, eh bien, ils se retrouvent sans revenus, du jour au lendemain. Il y a bien d'autres plateformes, en France en particulier. Il y en a pléthore en réalité, donc Bolt, mais plein d'autres. Mais en réalité, ils sont obligés de passer par l'intermédiaire d'Uber pour gagner suffisamment leur vie. Donc, cette dépendance, elle assure en fait leur sujétion à la plateforme. On peut parler de travailleurs hybrides parce qu'ils ont tous les inconvénients du statut salarié et du statut indépendant sans bénéficier d'aucun des avantages de ces deux statuts. D'un côté, leur activité, elle est encadrée par la plateforme, mais ils ne bénéficient pas des protections et des droits qui sont associés au statut salarié. De l'autre côté, ils assument les risques de l'activité, mais sans jouir de l'autonomie en fait, qui est associée au statut indépendant. Donc en fait, ils ont été dupés par des promesses qui sont en réalité très éloignées de la réalité. Donc je disais, des conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas toujours été aussi mauvaises. Autre évidence à remettre en cause, ils ne sont pas tous entrés dans le métier pour échapper au chômage, mais ils sont essentiellement rentrés dans le métier pour trouver un meilleur travail. C'est un élément important pour le coup, parce que ça fait partie de la rhétorique qui avançait pour justifier justement le déploiement de la plateforme. De fait, s'il y a un point commun entre les trois métropoles, c'est une surreprésentation d'hommes racisés parmi les chauffeurs. Donc, comme je le disais, il faut une offre de chauffeurs supérieure à la demande pour y répondre rapidement. Et en fait, les populations racisées, eh bien, elles sont davantage exposées au chômage, à la précarité de l'emploi, au risque de déclassement. Elles sont souvent assignées aux positions subalternes. Donc en fait, c'est une armée de réserve très précieuse pour le déploiement d'Uber. Et d'ailleurs, la plateforme est allée les chercher. À Paris, en particulier, elle a organisé des opérations, comme l'opération 70 000 entrepreneurs, où en fait, on avait des bus déployés, alors avec le soutien de Pôle emploi notamment, dans les quartiers populaires pour justement inciter les jeunes des quartiers populaires à rentrer dans le métier. Donc il y a bien un ciblage malgré tout. C'était peut-être pas initialement l'objectif, mais en tous les cas, ça s'est imposé progressivement, quoi qu'il en soit. Donc mais ce qui est important à noter, c'est que la plupart des chauffeurs enquêtés avaient un emploi avant d'entrer dans le métier. Ils n'étaient pas en train de tenir les murs ou de dealer comme l'affirme Uber, comme l'affirme Macron. Intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la position spécifique qu'ils occupent dans le système d'emploi qui explique l'attrait des promesses d'Uber, indépendance, rémunération élevée. En fait, ils ont travaillé beaucoup dans la logistique, dans la restauration, dans le bâtiment, dans la manutention, donc des emplois souvent précaires, peu ou pas qualifiés, parfois non déclarés. Ils ont connu des conditions de travail qui sont pénibles, avec des tâches physiques, des risques d'accident, une absence d'autonomie, des horaires extensibles, ils en ont l'habitude, donc, une soumission très forte à la hiérarchie et des faibles rémunérations. Donc en devenant chauffeur, il ne s'agit pas pour eux, en fait, en tout cas pour la grande majorité, il ne s'agit pas pour eux de trouver un travail, mais de trouver un meilleur travail. Et je vous donne un petit exemple, je crois que j'ai encore le temps, normalement c'est bon. C'est parce que c'est plus parlant. Donc c'est un chauffeur sénégalais qui m'explique qu'il travaillait à la plonge dans un grand hôtel des beaux quartiers. Il a travaillé là-bas pendant plus de 3 ans et il est devenu chauffeur Uber il y a 5 ans.
Pourquoi? Il m'explique, mais c'est évident, pour gagner plus. Parce qu'il est prêt à bosser, il est prêt à faire des heures, sans problème. Ce n'est pas la question. Il est prêt à faire 60 heures, 70 heures. En tant que tel, en fait, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut que ça paye. Et c'est là où la déception, elle réside, en fait. C'est qu'il s'est aperçu que ça ne paye plus. Ça a payé à un moment donné, au tout début, en effet, avec les primes, au début, parce que les tarifs étaient relativement élevés. Donc au début, ça allait. Et puis, il pensait que ce serait moins pénible. C'était plus propre. On est dans une berline, derrière un volant, dans une voiture. On n'est pas en train de bosser dans le bâtiment, etc. Donc c'était une source d'attractivité du métier. Et il m'explique, lui, au début, il gagne 2500 € net pour 60 heures hebdomadaires de travail. Et aujourd'hui, il m'explique qu'il est passé à 1300 € net, toujours pour la même durée de travail. Je vous laisse faire le calcul. Il dit aussi que la pénibilité qu'il imaginait moindre, en fait, elle n'est pas tant que ça. En fait, il souffre du dos. Et beaucoup, en fait, quasiment tous me parlent de ces maux de dos. Ils font des exercices justement pour se ménager, parce qu'en passé, en fait, 60 heures derrière un volant, vous avez mal au dos, vous êtes brisé. Et puis, il parle aussi des interactions qui sont très tendues avec la clientèle, avec des propos racistes parfois, mais on se tait, parce que justement, on prend le risque d'être déconnecté derrière. Donc lui, il m'explique, il a envoyé une dizaine de CV là, auprès d'entreprises de restauration dans le bâtiment pour quitter ce métier qui ne tient plus ses promesses. Donc les attentes des chauffeurs Uber, elles sont finalement rapidement déçues. Ils sont entrés dans le métier pour échapper à ce qu'on pourrait appeler un travail pour immigrés, qui renvoie à tous ces métiers justement très pénibles qui sont associés aux immigrés. Et en fait, ils s'y voient à nouveau associés, ils s'y voient à nouveau assignés et devraient finalement, d'après Emmanuel Macron, s'y résigner. Et en fait, ce que je voudrais terminer là-dessus, c'est que Macron, il ne roule pas tant pour Uber que pour le marché. Et il prône un gouvernement par l'emploi qui va au-delà même de l'ubérisation. Je rejoins là ce que disait Brahim, c'est-à-dire que la précarisation, elle a toujours commencé à toucher en premier lieu les populations racisées, mais aussi les femmes et aussi les jeunes, avant de se généraliser. Et finalement, là, on est dans un cas de figure assez similaire. Donc la lutte contre les discriminations, elle participe d'un combat plus général contre toutes les formes de précarité, y compris celles qui touchent la population dite majoritaire. Voilà. Merci. Pour les personnes qui continuent à arriver, n'hésitez pas à récupérer cette brochure faite par l'équipe de Daniel à la fin de la conférence où on revient un peu sur les détails de la commission d'enquête. Gérard, maintenant, tu étais inspecteur du travail. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas que les gens soient libres de choisir entre être salariés et auto-entrepreneurs? Est-ce que tu peux revenir sur ces questions de statut et cette espèce d'idée, pareil, qu'on entend beaucoup, je pense, du côté des macronistes? Quand l'esclavage a été supprimé, les anciens maîtres ont rendu les esclaves libres. Vous quittez votre case, je nourris plus vos enfants, démerdez-vous quand vous êtes malade, et puis les vieux crevez. Ils les ont renvoyés dans les forêts, et ils ont pris d'autres personnes qu'ils ont considérées comme, à l'époque, c'était pas salariés, c'était tâcherons, besogneux, manouvriers, journaliers, et ils ont pris ces gens-là à la place de leurs anciens esclaves. Comme disait, je vous invite à voir un film que je cite toujours qui s'appelle Quémada, de Gilles Pontet-Corvo, avec un grand acteur qui est Marlon Brando. Et c'est l'histoire des esclaves qui se soulèvent. Les propriétaires terriens les tuent, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les tuent. Et puis à la fin, comme les esclaves sont plus nombreux, ils gagnent. Et il y a une assemblée des propriétaires terriens. Et l'agent anglais, qui est Marlon Brando, leur dit mais arrêtez avec l'esclavage. Ça coûte cher. Réfléchissez. Vous nourrissez les enfants, ils ne travaillent pas. Vous nourrissez les malades, ils ne travaillent pas. Vous gardez les vieux, ils ne travaillent pas. Faites-en plutôt des salariés. Vous les paierez moins cher seulement quand vous aurez besoin d'eux. Et c'est ainsi que, aussitôt après l'esclavage, avant que le salariat ne se construise, il y a une phase de tâcheron. C'est à celle-ci qu'ils veulent nous faire revenir. Parce que c'est difficile à comprendre. Je rêve que l'atelier de Daniel soit en fait l'atelier principal de tous les partis de gauche de la NUPES aujourd'hui, car c'est la question essentielle. Ils veulent remplacer le salariat par des indépendants. Ça paraît incroyable, parce que le salariat est devenu majoritaire. En France, il y avait 3 millions de salariés en 1910. Il y en a 30 millions en 2010. Et c'est quand il y en a 30 millions qu'ils s'attaquent.
dans le monde, le salariat est devenu majoritaire. C'est 54% des actifs. Il y a à peu près 1 milliard de salariés de plus. Pensez à la Chine, à l'Inde, au Brésil. Il y a à peu près 1 milliard de salariés de plus dans les 30 dernières années. C'est le salariat qui progresse partout. Mais les capitalistes veulent enrayer cela, renverser cela, et revenir à cette phase dont Marlon Brando parlait avec talent, ça vous coûtera moins cher. Et quand vous écoutez par exemple le débat à l'Assemblée nationale, entre François Ruffin et Dussopt, si vous le retrouvez, il y a quelques mois maintenant, il y a un moment donné où François dit non, le chômage n'a pas baissé. De toute façon, en France, vous avez fait 2 400 000 emplois de plus, mais c'est des auto-entrepreneurs, c'est des emplois bidons. C'est comme en Hongrie et en Estonie, c'est pas de l'emploi. Et Dussopt, ministre du Travail, officiellement, répond, mais voilà la divergence entre vous et moi, monsieur Ruffin, entre vous et nous, c'est que vous êtes pour la présomption de salariat, et nous sommes pour la présomption d'indépendance. Non, mais ça l'emporte sur toutes les autres questions politiques, sociales, syndicales, tout ce que vous voulez. C'est dominant du point de vue théorique, et c'est pas dominant du point de vue pratique, parce qu'ils n'y arriveront pas. On ne peut pas renverser à ce point. En France, le salariat, c'est 90% des actifs. En 1945, à la Libération, ce n'était que 45% des actifs. Quand la sécurité sociale s'est mise en place, au point que les indépendants ne voulaient pas y participer en disant la sécurité sociale des salariés ne sera pas assez forte pour nous. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. On est monté dans les années 90 jusqu'à 91, 92, 93% de salariés parmi les actifs. Sous Macron, on vient de perdre 2 points en quelques années. On est sans doute, on le verra avec les statistiques à venir, à 87-88% des actifs salariés. C'est un vrai recul, 3-4 points. Mais c'est énorme. Énorme. Et c'est pour virer les gens qui ont un statut, pour aller remplacer des gens qui n'ont pas de statut. Ça, c'est le fond de la démarche. Ça vient de loin. Vous savez, le premier qui fait une loi sur la non-présomption de salariat, c'est Alain Madelin, 1995. Il est ministre de Chirac. Il n'y a pas longtemps, mais il a le temps de faire cette loi. J'ai un tout petit rôle historique, tout petit, c'est que je me bats derrière Martine Aubry en 1999 pour qu'elle supprime la loi Madelin. Elle le fait au passage presque en douce dans la deuxième loi sur les 35 heures. Mais quand Fillon arrive, en 2004, il rétablit la possibilité des indépendants et de la non-présomption de salariat. Ensuite, c'est Novelli qui crée les auto-entrepreneurs. À un moment où Raffarin dit on va avoir 2 millions d'entreprises nouvelles. Et leur idée est vraiment théoriquement sur le fond. Ça vient aussi du patronat français. Le MEDEF, son épisode de refondation sociale en 1999-2001, avait disserté sur comment remplacer la subordination par la soumission librement consentie. En anglais, ils faisaient venir des spécialistes, c'était « compliance without pressure ». C'est ça. Comment on vous rend collaborateur sans rien vous donner en échange. Et c'est là qu'il faut, parfois, quand les gens ne sont pas formés en droit du travail, comprendre la notion du contrat de travail. Le contrat de travail est un lien de subordination. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat. Quand vous êtes salarié, vous êtes subordonné. Subordonné, c'est pas... Vous n'êtes pas tout à fait libre. Mais vous avez des contreparties en échange de votre subordination. Les contreparties, avec des décennies de combat, sont devenues nombreuses. Parce que vous avez une feuille de paye, vous avez des horaires, vous avez un code du travail, vous avez des conventions collectives, vous avez des délégués du personnel, vous avez des comités d'entreprise, vous aviez des CHSCT, vous avez des délégués syndicaux, vous avez une médecine du travail, vous avez une inspection du travail, et vous avez aussi des agents de la CRAM, etc., pour pouvoir vérifier par rapport aux cotisations sociales que vous avez. Et vous avez des cotisations sociales, qui sont le salaire brut, c'est-à-dire une partie du salaire net, c'est pour vivre au mois le mois. Le salaire brut, c'est pour vivre toute la vie. C'est une formule que je vous conseille d'utiliser abondamment. C'est pas de l'argent qu'on vous prend, ça n'est pas un impôt, ça n'est pas une épargne. C'est une sécurité, c'est une mutualisation d'une part de votre salaire mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins, quand il est malade, quand il est en charge de famille nombreuse, quand il a besoin d'un logement, quand il est au chômage, quand il est en retraite, et quand il a un accident du travail. C'est toutes les petites lignes de la feuille de paye. C'est ça qu'ils veulent supprimer et qu'ils ont supprimé avec Uber. Le tour de passe-passe, c'est d'avoir réduit au salaire net et de ne plus rien donner comme du temps des tâcherons à ceux qui ont un boulot. Et donc c'est le recul, la suppression des conquêtes que pendant 175 ans, les anciens tâcherons ont réussi à avoir pour devenir salariés.
Et là, ils veulent le faire redevenir au stade initial, tâcheron. Quand on comprend ça historiquement, on se dit après, mais comment vont-ils y arriver? Non, ils ne vont pas y arriver. Je vous assure qu'on gagnera. Mais ils arrivent aujourd'hui, dans le rapport de force, quand ils sont au pouvoir, à grignoter, à faire reculer, à placer des dizaines et des centaines de milliers de gens, sinon des millions, dans une situation défensive où ils sont déjà en perte de droits, ce qui fait pression sur le reste du salariat, sur le thème vous avez encore bien des avantages, mais vous renoncez-y, parce que sinon on va vous les faire tous. Et c'est le cœur de la bataille dans lequel nous sommes à propos ubérisation ou salariat. Grand remplacement du salariat, vous reprenez l'expression, moi je vous la conseille, elle est facile à comprendre avec toute l'utilisation actuelle du terme, grand remplacement du salariat par des indépendants. Et les indépendants en question sont évidemment victimes de tout. Parce que quand vous avez une étude sur la pauvreté aujourd'hui, sur le salariat, 90% des actifs, gardons le chiffre peut-être dépassé. 90% des actifs, il y a 5,3% de salariés qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Dans les indépendants, vous avez à peu près 10%. Il y a tout, hein. Les commerçants, les agriculteurs, l'artisan, et vous avez les 1 200 000 patrons, ils sont 10%. Mais là-dedans, à cause du fait des auto-entrepreneurs et des Uber, vous avez 16,6% de pauvres. C'est-à-dire qu'il y a plus de pauvres chez les indépendants que chez les salariés. Ça vous indique ce que ça veut dire. C'est que faire reculer le salariat, c'est évidemment baisser ce qu'ils appellent le coût du travail. C'est évidemment faire une offensive supplémentaire contre l'ensemble des statuts. Et ceux qui découvrent ça n'ont pas lu le livre de Macron qui s'appelle Révolution. C'est quand même un type qui s'est fait élire sur un livre qui s'appelle Révolution. Alors, je vous rappelle quand même. Et dans son livre Révolution, il a écrit qu'il veut une société sans statut, qu'il veut une société post-salariale. Et en vérité, il est déjà ubérisé lui-même. Parce que quand Madelin est battu par Aubry, quand ensuite Fillon revient, Novelli revient, fait l'auto-entreprise, en fait, ils développent tout ça. C'est un projet volontaire, ancré, il n'y a pas de hasard, c'est théorisé chez eux. Et donc, c'est la bataille pour faire reprendre, en fait, et c'est comme ça que les lois El Khomri, Pénicaud, se sont imposées. Parce que vous prenez El Khomri, le résultat aujourd'hui, par exemple, c'est qu'il y avait 425 000 délégués du personnel. Membres de CE, mutualistes, syndicalistes. 425 000 sur la totalité des entreprises. Vous savez combien il en reste aujourd'hui? Quand on parle là, 200 000. Ils ont diminué par moitié la représentation des salariés. Alors évidemment, c'est pas pour concéder des faux trucs, ARP, là, je sais plus quoi. Et de toute façon, on peut pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous êtes salarié, soit vous ne l'êtes pas. Si vous concédez un statut intermédiaire, vous perdez. Et donc la vérité, c'est la présomption de salariat. C'est bien que le Parlement européen ait voté ça il y a 2 ans et que ça soit en discussion pour devenir une vraie directive. Mais l'obstacle à la directive, c'est la France. Parfois les gens disent l'Europe nous apporte le malheur. Là, c'est l'Europe nous apporte quelque chose de positif et c'est le français Macron-xite. C'est le français Macron qui fait le malheur. Et appuyé sur les plus réacs, les Hongrois et les Estoniens, qui essaie de dire qu'il faut des exceptions au statut de salarié, il faut un truc intermédiaire où on n'est ni délégué, ni retraite, ni maladie, etc. Et cette brèche-là, il ne faut jamais le laisser s'ouvrir. Je ne suis pour aucune concession. On ne discute pas, à mon avis personnel, quand on est syndicaliste, pour un statut intermédiaire. C'est ce que Borne veut faire. Et Borne vient de nommer comme directeur de son cabinet un gars qui s'appelle Jean-Denis Combrexel. C'est le virus Ebola du Code du travail. Le gars, ça fait 25 ans qu'il le détruit. Et c'est celui qu'on va avoir véritablement comme interlocuteur. Et c'est celui qui veut véritablement poursuivre l'ubérisation, comme il l'a commencé d'ailleurs dans tous les cabinets successifs depuis 25 ans. Alors voilà le cœur de la question. Ça fait bizarre hein, de défendre le salariat. Parce que vous avez des gens qui disent, moi le jour je fais ça à la Bourse du Travail, puis il y a un jeune, il vient me voir dehors, il me dit, je suis d'accord avec vous, monsieur Filoche, mais je suis d'accord avec tout, mais moi je ne veux pas de patron. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je suis auto-entrepreneur. Mais je dis, mais 2 secondes, vous êtes le rêve de Macron. Alors il a ouvert la bouche, hein, s'il n'avait pas vu les choses comme ça. Mais il vaut mieux avoir un patron avec lequel on a des rapports de force, des rapports juridiques, une négociation, y compris pour sa feuille de paie, même si on ne gagne pas. Mais au moins on peut le faire,
que d'être tout seul à s'auto-exploiter. Je vais faire une demi-journée de plus parce que je vais lâcher mes enfants le dimanche, parce que sinon j'arrive pas à réparer la bosse qu'il y a eu sur ma bagnole. Et la bosse qu'il y a eu sur ma bagnole, c'est moi qui la paye parce que c'est ma bagnole et c'est pas le patron. Et s'il y a un accident du travail, je suis en vélo, je me suis cassé les doigts en chutant en bicyclette, c'est moi qui paye 6 000 € à l'hôpital parce que c'est pas Uber, ni Deliveroo. Dire les choses comme ça, vous touchez le cœur de toutes les questions politiques et sociales. Savez-vous que Dussopt prépare pour la rentrée, parce qu'ils sont en train de trouver des nouveaux trucs, mais la suppression des conventions collectives. Parce que le Code du travail, c'est une chose que de l'avoir escamoté, déglingué. Mais dans les conventions collectives qui ont été écrites souvent avant le Code du travail, elles ont repris des éléments du Code du travail, il y en a 700 en France, des conventions collectives, et qui parfois servent dans des procès et à des batailles pour les salariés. Du coup, ça empêche complètement de détruire le Code et d'aller aussi vite qu'ils veulent aller. Donc ils vont supprimer les conventions collectives d'une façon ou d'une autre, soit d'un trait de plume, en imposant qu'elles soient toutes renégociées dans des rapports de force défavorables, soit même en leur donnant un autre statut. Mais c'est dans les tuyaux, là, pour la rentrée. C'est ce qu'ils appellent la nouvelle loi travail. Ne dites d'ailleurs jamais loi travail, dites loi anti-travail. Aussi bien pour El Khomri que pour Pénicaud, que pour tout. Ne vous laissez pas savoir par les apparences. Et défendons dignement le salariat. Parce qu'après tout, le salariat, c'est nous. C'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Nous sommes ingénieurs ou nous sommes balayeurs. On est comme manutentionnaire ou bien on est infirmière. On est informaticien ou bien mécanicien. Mais on est salarié. Ne vous embêtez plus avec les mots, même classe ouvrière. Excusez-moi de balayer ce mot. C'est une partie du salariat. Les ouvriers sont 6 millions sur 18 millions et demi. Prenez salariat comme le mot le plus fort, le plus englobant. Et faites prendre conscience aux gens que c'est leur sort en tant que salariés qui se joue. Parce que ça les rapproche les uns les autres, l'ingénieur et le balayeur. C'est leur point commun. Nous sommes 30 millions de salariés. C'est pas quand on est 30 millions qu'on va perdre nos droits tout de même. On a mis 100 ans pour les gagner. Et ils veulent nous les faire reculer, alors qu'on n'a jamais été aussi fort numériquement, aussi puissant. C'est nous qui produisons les richesses et n'en recevons pas la part que nous méritons. C'est nous sans lequel nos pays ne peuvent pas vivre. C'est beaucoup plus fort que le mot peuple, le mot salariat. Parce que ça indique bien ceux qui produisent, ça indique bien ceux qui décident, ça indique bien ceux qui font les richesses, ça indique bien ceux qui ont des droits. Et ces droits-là, on ne veut pas y toucher, on ne veut pas les ubériser. Merci. Alors Marc, maintenant, est-ce que tu peux revenir sur comment on passe finalement de lobbyiste d'Uber à lanceur d'alerte? Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce qu'il y a eu un deal avec Uber? Est-ce que tu peux revenir sur ce moment dans ta vie où voilà, tu passes tu deviens lanceur d'alerte? Everybody speaks English? Non, je plaisante. Je plaisante. Donc bonjour, je m'appelle Marc Magan. Je suis moi un ancien salarié du plus grand groupe industriel français, qui n'existe plus. Pour vous expliquer que cette tendance ne date pas de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Le groupe s'appelait Alcatel-Alstom. Le plus gros employeur en France, à l'époque où j'y étais, on était 350 000 à travers le monde. Donc on peut critiquer Emmanuel Macron, on peut beaucoup critiquer Emmanuel Macron, mais comme Gérard l'a dit, c'est une tendance qui a été inventée bien avant lui. Donc, moi, quand vous êtes lanceur d'alerte, on ignore ce que vous avez fait auparavant dans votre vie. Mais moi, je travaille depuis 30 ans. Je suis quelqu'un qui est bénéficié énormément de la générosité de ce pays. Je suis irlandais, mais j'ai fait mes études ici. J'ai commencé à travailler ici. Je vais toucher une partie de ma retraite ici. Parce qu'il y a des droits et des acquis qui existent pour l'ancienne génération et qui malheureusement ne sont plus disponibles entre guillemets pour la génération de Brahim par exemple. Donc cette France-là, on peut la pleurer parce qu'elle n'est plus là. Et je suis vraiment
honoré d'être invité ici par les Insoumis. Quand j'étais chez Uber, donc j'étais une des personnes les plus âgées chez Uber. J'ai commencé chez Uber à l'âge de 43 ans. Et je me suis dit, tiens, aller dans une start-up, c'est peut-être la seule occasion ou la seule opportunité que j'aurais pour faire ça. Avant, c'était toujours dans les grands groupes établis, avec des contrats de travail, avec des conventions collectives, avec des comités d'entreprise, avec des droits, des obligations, des responsabilités. Mais le deal, pour utiliser ce mot, entre salariés ou cadres et employeurs était relativement sain. Ça n'existe plus. Et ce n'est pas forcément de l'Europe que vient cet affaiblissement du respect du travailleur et du salarié. J'ai piloté les activités d'Uber donc en Europe, Afrique, Moyen-Orient, presque 50 pays. Ça a commencé les représentations auprès des gouvernements, les régulateurs, les médias, etc. Et moi, j'étais celui qui prêchait la bonne parole. Et on tenait 3 discours différents à 3 publics. C'est-à-dire qu'aux investisseurs, on leur disait « Donnez-nous votre argent et vous allez avoir un retour sans précédent en un laps de temps extrêmement court. » On disait aux consommateurs, aux utilisateurs, comme on dit de ces applications, que grâce à Uber, vous allez mieux vivre vos villes, vous allez mieux vous déplacer de A à B pour beaucoup moins cher. Vous allez avoir votre chauffeur privé à vous. Pensez-y, chacun aura son chauffeur privé. Donc déjà, d'un point de vue idéologique, c'était quelque chose de peut-être un peu douteux. Et le troisième public, c'était les chauffeurs, les femmes, les hommes, auxquels on disait, ensemble, on va bâtir l'avenir. Grâce à vous, on va créer un service sans précédent, on va casser le monopole des taxis. Alors, ne pleurons pas le monopole des taxis, parce que ce n'étaient pas des individus qui travaillaient pour eux-mêmes, mais c'était aussi des soumis à des grands patrons comme Rousselet et compagnie. Mais bref. Donc, 3 discours différents, mais d'un point de vue mathématique, très simple, c'était impossible. On ne pouvait pas à la fois honorer les chauffeurs, bien s'assurer qu'ils aient un salaire correct, et en même temps rendre aux investisseurs ce qu'on avait promis. Donc, c'est une expression française que je n'aime pas beaucoup, mais il se trouve que les travailleurs, parmi ces 3 publics, ont été les dindons de la farce. Parce que l'argent qu'on avait levé auprès des investisseurs, donc Google, Benchmark, la plus grosse société de capital risque dans le monde, on a levé très facilement, c'était hallucinant, 10 milliards de dollars. On utilisait ça pour racheter des parts de marché, pour faire du dumping contre G7, contre Taxi Bleu, etc. Pour subventionner les courses. Les courses à un prix imbattable pour les utilisateurs, avec un retour chaque mois pour les chauffeurs qui était relativement correct. Mais c'est l'offre et la demande. Et pour s'assurer que le client allait toujours être roi, il fallait, comme l'a dit Sophie, avoir un surplus de chauffeurs. On ne disait pas chauffeur, on ne disait pas drivers, on ne disait pas être humain, on disait supply. Voilà, les chauffeurs, c'est le supply. Donc il faut maximiser le supply pour que le client attende le moins de temps possible en bas de chez elle, en bas de chez lui. Et donc déjà, on penchait, les droits penchaient vers l'utilisateur, le consommateur, et non pas vers les personnes qui fournissaient le service. Donc on enlève les subventions, on augmente la commission, on innove avec les prix, c'est-à-dire qu'on crée des nouveaux services, entre guillemets, par exemple, pour avoir des courses plus sûres. Déjà, on disait que c'était le moyen de transport le plus sûr dans le monde, mais on mettait un safe rides fee, donc de 1 euro, 2 euros, sur la partie qui était due par le chauffeur. Donc petit à petit, le chauffeur gagnait de moins en moins pour arriver à une situation aujourd'hui où les chauffeurs, dans les pays où il existe un salaire minimum réglementaire, ils ne gagnent pas ce salaire minimum. Quelques années plus tard, moi je suis parti d'Uber. Après la conférence, je suis tout à fait dispo si vous avez des questions pour savoir pourquoi j'ai fait ceci ou qu'est-ce que j'ai fait, etc. Mais toujours est-il que pendant la pandémie, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'étais face à moi-même et peut-être à l'éducation que m'ont donné mes parents. Je me suis dit, mais je ne peux plus
je ne peux plus me taire. Je sais qu'aujourd'hui, l'existence pour les travailleurs des plateformes, et notamment Uber, les chauffeurs et les livreurs, c'est pas ce qu'on avait promis. On a promis la Lune et on leur a vendu le mot, il est là-dedans, mais je ne vais pas le prononcer. Donc, pourquoi ensuite lancer l'alerte? En anglais, on dit whistleblower. Donc, pourquoi j'ai sifflé? Dans l'histoire, on siffle pour attirer l'attention sur quelque chose. Vous allez à une manifestation, vous allez à un festival Pride, etc. On utilise les sifflets pour attirer l'attention sur une injustice. Vous allez dans un stade de foot, on utilise le sifflet pour garantir le fair play, c'est-à-dire que chacun respecte les règles. Donc le rôle du sifflet, c'est peut-être une étude sociologique à faire à l'avenir, est intéressant. Et moi, je me suis dit, personne d'autre parle. Et je me suis dit, bon, quelqu'un, à un moment donné, va dévoiler tout ça parce que c'est tout simplement inacceptable. Mais fin 2021, j'ai commencé à parler avec des journalistes d'investigation et c'est parti de là. Et j'étais révélé en juillet dernier, juillet de l'année 2022, comme étant à la source des Uber Files. Si c'était à refaire, bien que ce soit une existence relativement difficile, relativement solitaire, je le referai. Et je regrette tout simplement de ne l'avoir pas fait plus tôt. Aujourd'hui, je me rends compte, depuis la publication d'Uber Files, que en fait, c'est la partie visible, la partie émergée de l'iceberg. Que l'uberisation, maintenant, s'étend à tant d'autres secteurs, comme l'a dit Gérard. Je suis quelqu'un d'optimiste de nature, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur que ce soit trop tard. On était très cynique avec le langage à l'époque. On parlait de l'économie du partage. Rien de plus communiste, n'est-ce pas? Le gig economy. C'est-à-dire que chacun pouvait avoir 2 boulots, 3 boulots pour joindre les 2 bouts, etc. Donc on offrait l'opportunité de travail qui n'existait pas auparavant. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des millions de femmes et d'hommes qui paient les pots cassés, le prix. Pour revenir sur les relations avec les pouvoirs publics en France à l'époque, il faut vraiment réfléchir à 2-3 reprises là-dessus. Nous fournissions un service qui était illégal. On disait que c'était une zone grise, etc. On disait que c'était ceci. C'était illégal. Il y avait le droit des transports. Et en même temps, on utilisait ça comme pied de biche pour défoncer la porte du marché, mais aussi défoncer les portes des ministères pour exiger notre place à la table, pour dire voilà, on accepte de suspendre, on ne disait même pas retirer, on accepte de suspendre ce service illégal qui s'appelle UberPop, si vous, en face, vous changez les règles des transports pour avoir plus de concurrence. Mais on voulait un cadre réglementaire qui convenait à nos besoins financiers, économiques, et non pas dans l'intérêt des travailleurs, dans l'intérêt des passagers, dans l'intérêt du bien public, l'espace public que tout le monde occupe quand elle ou il prend une voiture. C'était une fin de nos recevoir avec Bernard Cazeneuve, avec Alain Vidalies, à l'époque le secrétaire d'État au transport, avec François Hollande. Mais on avait vraiment un écho très positif, pour ne pas dire plus que ça, auprès d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier, je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle « Le traître et le néant », par 2 journalistes du Monde. Il ne faut pas oublier qu'entre son travail de secrétaire général adjoint de l'Élysée, il a claqué la porte parce qu'il n'a pas eu le big job à l'époque. Entre ça et avoir été rappelé par Emmanuel Macron pour remplacer Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron est allé en Californie chercher des fonds, pour lever des fonds, parce qu'il voulait créer son propre start-up. Et c'est un de ses disciples, Ismaël Emélien, qui a fini par le faire. Donc il a levé des fonds, il a eu des engagements avec les mêmes financiers derrière Uber. Nous, quand on voulait voir Emmanuel Macron, c'était soit Google, soit Xavier Niel qui organisaient le rendez-vous. Donc ne prenez pas des agences de lobbying ou de communication quand vous avez un oligarque disponible pour vous ouvrir les portes. Et c'est parti de là, du 1er octobre 2014 jusqu'à ce que... j'ai plus de réponse à mes textos depuis le 10 juillet 2022, bizarrement.
Mais le problème est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grand qu'un seul individu, Emmanuel Macron, ou Travis Kalanick, ou Magan, ou quiconque. C'est systémique. Le système a décidé, le système de la finance a décidé qu'on allait maintenant miser sur les avancées technologiques, d'ailleurs, qui étaient pour la plupart innovées, inventées en France et en Europe avec les budgets de recherche et développement pendant des décennies. On va utiliser ces applications pour assurer la désintermédiation des services et du travail. Et c'est quelque chose qui a fortement réussi. Et en soutenant un candidat à la présidentielle qui allait garantir l'existence de ce modèle et la réussite de ce modèle, les financiers, ceux qui ont financé Uber, ceux qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron, ils ont réussi. Donc je ne veux pas épiloguer là-dessus, je voulais juste terminer en vous disant que depuis que j'ai été révélé comme étant la source des Uber Files, ça fait à peu près 85 à 90% de ma vie au quotidien. Et je suis le premier surpris, le premier étonné. Parce qu'il y a une demande, il y a une faim dans un tas de pays venant des travailleurs des plateformes pour être reconnus. Parce que des gens qui travaillaient ou qui travaillent toujours pour Uber, quand ils ont lu les révélations, ils n'ont pas été surpris. Le commun des mortels qui a lu ça dans la presse, ils ont dit non, c'est fictif, c'est encore la théorie du complot, c'est pas possible que le monde de l'entreprise puisse avoir ces tentacules autant implantés dans les échelons de l'État. Mais les chauffeurs, eux, ils n'étaient pas du tout surpris. Moi, la première fois que j'ai rencontré Brahim, pas du tout secoué par ces révélations, parce que c'était le quotidien qu'il vivait. Mais la différence entre moi et ces travailleurs, c'est que moi, j'étais visible. J'ai toujours été visible. Vous l'aurez constaté, j'ai une grande gueule. J'ai une plateforme. J'ai un micro. Je suis blanc. Je suis un homme. Donc, pour tout un tas de raisons, on m'écoutait, on me croyait. Mais ces millions, en Europe, ces millions de travailleurs des plateformes n'existaient pas, n'avaient pas de voix. On ne voulait pas les voir. Et dire ce qui est, d'un point de vue moral et éthique, tout simplement dégoûtant, que c'était travailler pour Uber ou vendre la cam dans les cités, que quelqu'un puisse ensuite devenir président de la République, de cette République que je respecte autant, c'est tout simplement hallucinant. Mais aujourd'hui, je reçois des coups de fil de journalistes, de syndicalistes, d'avocats, en Jordanie, en Allemagne, parce que eux, maintenant, ils sont en train de regarder l'existence aujourd'hui d'Uber. Donc moi, je suis parti en 2007, mais aujourd'hui, par exemple, Uber en Allemagne, pour vous donner l'exemple, n'a plus aucune responsabilité légale ou morale. Ils ont tous sous-traité à une entreprise locale, c'est-à-dire que si un chauffeur a un problème ou la police a un problème avec Uber en Allemagne, ils doivent traiter avec le sous-traitant local et Uber reste indemne à San Francisco, n'a aucune responsabilité juridique. On parle de l'externalisation des coûts, donc en mettant sur le dos des travailleurs le paiement de la TVA sur la course, ça c'est l'externalisation des coûts. Moins on a de coûts dans l'entreprise, plus on est profitable. Ça, c'est le problème des travailleurs, ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas? Mais l'externalisation de la responsabilité civique, morale et juridique, ça, c'est une nouvelle initiative qui vient d'Uber et qui maintenant, les Bolt et autres, sont en train de regarder ça avec grand intérêt pour suivre ce modèle. Et ça, c'est ici, en Europe, en Allemagne. La dernière chose, pour conclure sur un point positif, moi, je veux rendre hommage d'abord à Daniel pour avoir eu le courage politique d'exiger, de demander, de se battre pour avoir une commission d'enquête. Et je ne pensais pas qu'elle allait nous pondre les 588 pages que j'ai lues avec grand intérêt. Mais je la félicite pour ce travail qui est un aboutissement, mais qui aussi est un début. Si vous regardez les propositions de réforme et les propositions législatives à venir. Et je voudrais aussi saluer quelqu'un qui n'est pas présent aujourd'hui, que j'ai rencontré à Bruxelles, le grand méchant Bruxelles, qui est Laila Chaibi, qui était une des personnes qui était fer de lance de la directive européenne pour enfin, la Commission européenne prend son temps, mais enfin a sorti une proposition de loi, une proposition de directive pour protéger, même pas protéger, donner un minimum de respect social, de droits humains à des millions de travailleurs de plateformes en Europe. Et aujourd'hui, entre l'application de cette loi, entre cette loi voit le jour définitivement en Europe, il y a un pays qui bloque,
le pays des droits de l'homme, le pays des droits sociaux, des 35 heures, des vacances payées, des assurances maladie, etc. Et ça, je suis consterné. Et aussi, il y a un truc, je ne suis pas expert de la France, mais je connais bien ce pays, il y a un truc que j'ai raté, que c'est la France qui pousse pour contourner la version du Parlement européen et même la proposition initiale de la Commission européenne. Mais le combat, la lutte, si vous me le permettez, va continuer sous présidence espagnole. Merci. Alors, dernière question, donc avant de passer à l'échange avec la salle. Alors, comment ça se fait, Daniel Simonet, on est complotiste? Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu as découvert et qui a engendré les foudres de la part des macronistes, et notamment cette accusation? Oui, alors quand on a lancé la commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, on a bien remarqué que, évidemment, la Macronie n'était pas ravie. Hein. Je ne reviens pas complètement dans le détail, mais c'est vrai qu'on avait essayé à un moment donné de faire en sorte que cette commission d'enquête parlementaire puisse être créée dans le cadre de notre niche parlementaire. Puis alors là, c'était vent debout. On voyait bien qu'on allait perdre énormément de temps sur la journée de notre niche, parce que vous savez que la Ve République est ainsi faite, totalement antidémocratique pour le pouvoir exécutif, que les groupes d'opposition n'ont qu'une journée par an pour être maîtres de l'agenda et de pouvoir choisir les textes de loi ou les résolutions. Bref. Donc du coup, on a choisi de faire cette commission d'enquête dans le cadre de notre droit de tirage de la France Insoumise, et on a le droit à une enquête parlementaire par an. Dès le début, ça a été très compliqué. Une enquête parlementaire, vous avez deux rôles extrêmement importants, soit celui du président, soit celui du ou de la rapporteure. Moi, j'avais choisi d'être la rapporteure, parce que la rapporteure, c'est celle qui a la main pour écrire le rapport. Et ça, c'est matériel. Vous voyez, c'est un bouquin, c'est quelque chose qui reste avec des recommandations, qui n'a aucune valeur légale, hein, autre que... Mais ça existe, et ça a une matérialité. Le président, il a un titre honorifique. Il peut faire chier parce qu'il peut décider les convocations, hein. Et il l'a fait d'ailleurs, on en reviendra. Mais par contre, la rapporteure, elle a aussi un droit d'enquête sur pièce et sur place. C'est-à-dire, elle peut aller dans le cabinet du ministère de M. Dussopt, hein, sans prévenir, et exiger d'avoir accès à tel et tel document. Vous voyez, donc c'est pas inintéressant. Hein, bon, bref. Et ça a été donc très long, 6 mois de travail intense, hein, avant d'arriver à cela. On a fait 120 auditions, avec des auditions très diverses, les organisations syndicales de taxis, de VTC, de livreurs, des intellectuels, sociologues, économistes, juristes, des inspecteurs du travail, évidemment le lanceur d'alerte, et aussi les ministres de l'époque et d'aujourd'hui. Et évidemment, ça n'a pas été simple parce que le président de la commission d'enquête, Benjamin Haddad, il a bien fait son taf. Et franchement, je lui rends hommage. Et son taf, c'était quoi? C'était de protéger les intérêts de la Macronie. Donc il a d'abord essayé dans les convocations de faire en sorte que ce soit plutôt un colloque permanent plutôt que véritablement une enquête. Et à la fin, il n'était pas d'accord avec les conclusions et il a préféré nous invectiver et me traiter de complotiste. Mais me traiter de complotiste et traiter toute la France insoumise de complotiste, on a l'habitude. Mais ça voulait dire aussi traiter le lanceur d'alerte de complotiste, traiter le consortium de journalistes de complotistes. Parce que quand Marc Magan décide de basculer lanceur d'alerte, il balance un consortium international de journalistes énormément de données, des mails, des SMS, tout ce qui se passait dans la boîte noire de la direction d'Uber avec les décideurs publics. Et c'est là qu'on découvrait tous les échanges avec notamment Emmanuel Macron et les membres du cabinet d'Emmanuel Macron. Donc, revenons très rapidement. Quel est d'abord le scandale des Uber Files? Eh bien, comme Marc l'a expliqué, le scandale, en fait, point de départ des Uber Files, c'est que les données en France révèlent qu'une entreprise, une plateforme américaine, une entreprise américaine décide de mettre en place un lobbying très agressif. Elle est totalement dans l'illégalité, hein, c'est une entreprise hors la loi, que ce soit vis-à-vis de la profession réglementée du transport public de personnes à titre onéreux, donc ils le font dans l'illégalité, que ce soit vis-à-vis du Code du travail, que ce soit vis-à-vis de la concurrence, vous n'avez pas le droit de travailler à perte. Donc ils font un dumping de dingue, hein, en proposant des courses à perte, c'est totalement interdit. Bon. Donc vous avez une entreprise totalement hors la loi, hein, vous avez des braqueurs de banque en plein jour, qui vont finalement pouvoir
être en lien direct par SMS avec le ministre de l'économie et sur le dos même du gouvernement. On est dans cette période-là, vous savez, après les attentats de Charlie Hebdo. Donc, moi, je ne suis pas complètement persuadé que Cazeneuve, Manuel Valls sont à ce point-là dans l'attachement de la défense du salariat contre Uber. Mais il y a d'autres problématiques. Eux, ils veulent le respect de l'ordre. Ils ne peuvent pas avoir toutes les manifestations taxi VTC dans ce contexte. Et puis, ils ne peuvent pas avoir des choses totalement incontrôlées au niveau du transport, alors qu'on ait une alerte maximum au niveau des attentats. Et puis le ministère de l'Intérieur, c'est eux qui avaient la responsabilité avant de la question des taxis. Donc Cazeneuve, Valls étaient plutôt pour préserver cette profession réglementée. Et donc c'est Macron, à l'insu du gouvernement, qui va développer toute une stratégie. Et on voit, et on vous a mis quelques échanges mails, vous avez tout le feuilleton dans le rapport, qui montre que pour pouvoir continuer à inonder le marché, parce que la logique de Uber et de l'ubérisation, c'est on se passe du code du travail, on essaye d'avoir des travailleurs pour pas cher, mais surtout on inonde un marché en faisant un dumping social, et donc il nous faut recruter beaucoup de personnes. Et donc le deal, ça a été, on vous promet, on a une plateforme UberPop qui permettait de faire le chauffeur par n'importe qui en dehors de ses heures de travail, sans aucun diplôme et tout, bon. C'était totalement illégal, il y a une loi Thévenoud qui l'a rendu illégal, mais eux ont continué, puis avec les procédures juridiques, ça allait être très long. Bon, ok. On passe un deal avec Macron, on va retirer la plateforme, mais en échange, démerdez-vous pour pouvoir avoir une réglementation au rabais qui va nous permettre de recruter des VTC en une journée. Avant, il fallait 250 heures pour avoir la formation utile de VTC, et là, en 7 heures, donc en une journée, Uber va recruter à donf plein de personnes. Et en fait, le deal est très intéressant parce que ça va être toute une stratégie où on voit que Macron et la direction d'Uber vont dire « Ouais, alors, on va prendre tel député, on va passer des amendements, non pas pour qu'il soit adopté, mais pour créer un climat pas mal. Puis vous allez continuer votre lobbying avec des faux économistes que vous payez, avec des fausses journées et des boîtes de com qui balancent des fausses journées. Et puis, à la fin, on va tous les enfumer et on va arriver à un arrêté hyper favorable pour vous. » Voilà le deal. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant dans la commission d'enquête parlementaire, c'est pas ça. Ça, c'est important. Mais c'est tout ce qui se passe après. Parce qu'en fait, l'ubérisation, ça ne concerne pas que les taxis et VTC. Gérard parlait de la question centrale du salariat. Qui ici, dans cette salle, levait la main? Ceux qui sont salariés, ou bien qui sont salariés, enfin, ils sont retraités, qui étaient salariés, ou bien ils sont jeunes et ils pensent demain être salariés. Levez la main. Voilà. Maintenant, garde la main ceux qui sont VTC ou livreurs. Voilà. Eh bien, en fait, vous êtes tous concernés, même si vous n'êtes pas VTC ou livreur. Parce que ce qu'on se constate, pourquoi? Parce que depuis 2017, ce que l'on constate, c'est que l'ubérisation est allée bien au-delà du secteur VTC et livreur, un nombre de secteurs pas possible, et qu'y compris le recours au statut entrepreneur, par le biais ou pas de plateforme, c'est énormément généralisé. Et l'enquête parlementaire, elle a bossé là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord découvert une note super intéressante grâce à notre enquête sur pièce et sur place au ministère du Travail, une enquête de 2019 qui montre, en 2019, je pense que le mec qui a fait cette note a dû être viré du cabinet de Usoft, parce qu'elle est top, sa note. C'est une note qui montre l'étendue du développement de l'ubérisation. Je te jure, moi, j'en découvrais. Parce que je savais que, par exemple, il y avait des guides conférenciers, tu vois, qui étaient ubérisés par des plateformes. Je savais qu'il y avait des femmes de ménage. Je savais voilà, qu'il y avait d'autres secteurs comme ça. Mais là, j'ai découvert, par exemple, qu'il y avait les services funéraires, qu'il y avait de l'aviation civile, même dans le secteur maritime. Bon, qu'il y avait dans la restauration, ça, je l'avais capté. Qu'il y avait les auto-écoles. Il y avait des choses pas possibles, quoi. Et en fait, la note, elle décrit tout ça. Et là, elle ne donne pas le nom des plateformes. Et par contre, elle est très cash. Elle dit... À chaque fois, le développement de cette ubérisation se fait dans l'égalité la plus totale. Illégalité sur les professions réglementées, illégalité sur les obligations fiscales, illégalité sur les réglementations des métiers de la concurrence, et puis évidemment, illégalité au niveau du travail. Et évidemment, dans ce contexte-là, il y a les luttes de VTC, pas simplement en France, mais au point de départ en Californie. Et Uber sent qu'il a la pression parce qu'à un moment donné, il y a des luttes et des démarches au prud'homme qui aboutissent à la requalification en salariat. Sauf que si Uber se trouve contraint de requalifier en salariat tous leurs travailleurs, leur modèle se plante. Donc il y a une nécessité absolue. Mais on se dit, quand on trouve cette note de 2019 au ministère du Travail, on se dit, bah, toutes les notes après, ça va être, parce qu'ils sont quand même là, les ministres, ils sont faits pour faire respecter l'état de droit.
Donc ça va être des notes qui nous expliquent, puisque tout ça c'est illégal, comment on va s'y prendre pour faire respecter l'état de droit. Que nenni, que nenni, que nenni, toutes les notes ultérieures sont faites sur comment nous allons protéger les plateformes du risque de requalification aux salariés. Et donc, ça nous a permis d'être vraiment au cœur de l'appareil d'État et de l'appareil de la Macronie pour voir comment un Macron minoritaire, pendant les Uber Files, a quand même réussi à gagner gain de cause contre l'avis du gouvernement. Une fois qu'il a les pleins pouvoirs, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a d'abord organisé les manquements de l'État. On a vu en auditionnant la Direction générale du travail, la Direction générale des finances publiques, la Direction générale de la concurrence, on a vu à quel point il n'y avait pas d'abord d'impulsion ministérielle pour contrôler le capitalisme de plateforme, et à quel point, de toute façon, les politiques d'austérité dans ces administrations faisaient qu'il y a tellement de moins en moins d'inspecteurs du travail. C'est tellement chronophage de pouvoir mener une bataille sur les travailleurs des plateformes, est tellement long qu'on organise une administration incompétente à faire respecter l'état de droit. Et c'est important de comprendre de l'intérieur comment ils sont en train d'organiser le chaos en cassant toute la capacité administrative de faire respecter l'état de droit. Mais on n'a pas vu que ça, et je terminerai par ça. On a capté que, en fait, Uber avait décidé d'une stratégie, le nouveau patron d'Uber, Dara Khosrowshahi, qui s'appelle le Better Deal. Il s'est dit, ouais, quand même, putain, on a quand même une très mauvaise image, là, avec Uber Pop, avec les violences qu'il y a pu avoir et tout. Donc, il faut absolument qu'on mette en place un dialogue social 2.0. On va disrupter, puis on va montrer qu'on se préoccupe des pauvres petits travailleurs qui, quand même, mangent cher. Et donc, ils vont bosser là-dessus avec un cabinet de conseil. Ils vont demander à un mec qui s'appelle Bruno Mettling de leur faire une note sur le dialogue social 2.0. Et alors, à ce moment-là, vous avez Édouard Philippe qui décide de mettre en place une mission frein pour réfléchir justement à ce dialogue social 2.0. Ce Bruno Mettling va faire le rapport pour Uber. Hein. Et puis, ils vont trouver ça très intéressant, mais le rapport frein va dire, dans sa conclusion... Franchement, la requalification aux salariés, ce serait sans doute ce qui est le plus efficace en termes d'aboutissement au dialogue social dans l'intérêt des travailleurs. Mais comme Édouard Philippe ne nous a pas fait cette commande au point de départ, il nous a dit d'envisager toutes les hypothèses, sauf celle-là, on ne va pas la retenir. Mais c'est quasiment comme ça, hein, vous verrez dans le rapport, c'est quasiment comme ça qu'on nous raconte l'histoire. Donc, vous avez la ministre du Travail, à ce moment-là, est Elisabeth Borne. Du coup, elle jette le rapport de Frein quand même, parce que c'est un peu compliqué d'écrire noir sur blanc qu'il aurait fallu requalifier, mais comme le pouvoir public ne veut pas requalifier, on ne garde pas cette hypothèse. Puis elle fait une task force, puis là, elle ne s'embête pas, elle met qui? Bruno Mettling. Le gars qui a bossé la note des intérêts d'Uber, elle le met à la tête de la task force. Et ce gars-là va bosser à la création de l'ARP, qui est une autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui va, grosso modo, faire croire qu'on fait une instance de dialogue social comme une belle convention collective avec les plateformes d'un côté, les travailleurs, pour améliorer. Voilà. Alors qu'en fait, cette instance est faite pour que dans le cadre du pseudo-dialogue social totalement déséquilibré, tout puisse être envisagé à partir du moment où ça n'aboutit à rien et que surtout, il n'y a pas de requalification salariée. Il va y avoir des élections complètement dérisoires, 2% chez les livreurs, même pas 5% chez les VTC. À juste titre, Brahim et son syndicat vont le boycotter. Les plateformes vont avoir les pleins pouvoirs. Ça va vaguement passer des accords, des négociations pour des tarifs minimums qui vont juste avoir pour conséquence que les autres plateformes vont baisser leurs tarifs puisqu'elles étaient au-dessus de ces tarifs minimums. Et ça va être une grosse arnaque. Mais surtout, pendant ce temps, vous avez Leïla Chebig, à qui je rends hommage et qui, depuis hier soir, est maman. On l'applaudit bien fort. Mais on l'applaudit non seulement pour le travail qu'elle vient de faire toute la nuit, mais surtout pour le travail pendant des années de parlementaire européenne, où, en construisant un lobby populaire des travailleurs des plateformes, pas simplement de toute l'Europe, mais même du monde entier, c'est un truc de dingue ce qu'elle a pu faire, elle a réussi à obtenir, à mener une bataille sur une directive présomption de salariat adoptée par le Parlement européen. Enfin, et c'est pas rien, alors pas toute seule, hein, avec aussi évidemment tout le groupe de la GUE et plein de partenaires, avec toute une bataille de mobilisation et d'interpellation. Mais c'est important comme quoi c'est possible. Sauf que cette directive présomption de salariat, pour qu'elle devienne enfin adoptée, elle doit faire l'objet d'une négociation dans ce qu'on appelle le trilogue entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. Et le Conseil de l'Union européenne, eh bien, c'est les premiers ministres, les ministres du travail de tous les pays qui négocient. Et comme tout le monde l'a pu expliquer, il y a un pays qui essaye de torpiller ça, c'est la France. Et en quelques instants, je vous raconte,
comment ils font? Ils disent, nous, on a une expérience vraiment innovante en France. On fait le dialogue social, Gérald. Mais le dialogue, t'es pas pour. Comme on organise du dialogue social, il faut s'en inspirer. Et franchement, les pays qui organisent un dialogue social entre les plateformes et les travailleurs devraient pouvoir être exemptés de l'application de cette directive présomption de salariat. Parce que vous avez bien compris, une directive présomption de salariat, c'est quoi? Du jour au lendemain où elle est adoptée dans le droit français, ça veut dire que les plateformes sont obligées de requalifier en salariés tous les travailleurs, sauf si elles font la démonstration que ce sont des vrais indépendants. Doctolib, le médecin, il est un vrai indépendant. Mais non, tous les autres ne sont pas des vrais indépendants. Et donc, c'est la France qui essaye de péter cette présomption de salariat par justement son faux exemple de dialogue social. Et dernière chose, ça ne concerne pas que les travailleurs, ça ne concerne pas que les travailleurs des plateformes, ça concerne tout le monde, parce qu'on le voit en ce moment, l'objectif de défendre l'intérêt des plateformes, l'objectif derrière, c'est pas simplement de tout ubériser, c'est vraiment de péter le salariat et d'encourager à poursuivre et accélérer les externalisations et le recours au statut auto-entrepreneur. Et ça, je peux vous le dire, avec ou sans plateforme, c'est la pente qui est en train de se développer. Et donc la bataille que nous avons à mener, y compris pendant les élections européennes, va être aussi de montrer à quel point cet enjeu pour protéger le salariat contre la Macronie et l'oligarchie, et y compris les fascistes qui sont toujours dans cette pente-là, est essentiel. Et cette bataille-là, pour défendre le salariat contre cette ubérisation et contre cette externalisation, elle doit être aussi centrale dans la bataille où on doit jouer la win pour 2027 et enfin déconnecter Macron, déconnecter Uber. Donc on va passer sur un quart d'heure de questions-réponses. Peut-être on peut commencer par prendre 3 questions, si possible, en alternant les... 3 hommes qui lèvent la main. Bon, Elsa, passez le micro. Ouais, ce serait super. On a bien compris que, en fait, c'est un point des plus importants de notre société, c'est l'ubérisation, c'est faire exploser tout le socle social, tous les conquis sociaux du Conseil national de la résistance, etc. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Et l'extension dans tous les secteurs, y compris, moi j'étais président de club, je sais que dans le secteur sportif, il y a aussi des auto-entrepreneurs. Donc ça touche tous les secteurs de la société. Tu as parlé tout à l'heure d'une commission avec les différents ministres du Travail. Je sais qu'en Espagne, donc là j'ai assisté au débat avec Yolanda Díaz, qui est ministre espagnole vraiment de gauche radicale, voilà, vraiment à gauche. Je pense que peut-être qu'il y a un point d'appui avec elle pour faire avancer les choses. Voilà, c'était ma question. Une femme. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Il faut qu'une femme s'engage. Non, une femme. Alors, Manon, comme ça, elle va pouvoir en plus travailler avec Léla Chébi et qui va pouvoir du coup répondre sur... Bonjour à toutes et tous. Pour répondre à ta question, effectivement, le travail est commun avec la ministre du Travail espagnole, Yolanda Díaz. En fait, dans la démarche que Leïla a adoptée au Parlement européen, c'est vraiment de travailler avec tous les acteurs qui luttent contre l'ubérisation, donc que ce soit des travailleurs au niveau local ou international, mais aussi avec les différents politiques qui s'investissent sur la question. Et donc, on mène un travail commun quotidien avec Yolanda Díaz en Espagne, qui a donc mis en place une loi Rider, la loi pour les livreurs à vélo, et en gros qui permet désormais, qui a instauré la présomption de salariat pour les livreurs à vélo. Est-ce que...
Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis animateur du livret numérique à la FI. J'avais deux petites questions rapides. La première, pour vous, monsieur, je ne vais pas dire le nom de famille, je sens que je vais Ben Ali, je ne sais plus, je suis désolé. Voilà, Brahim Ben Ali. Juste les différentes révélations qu'il y a eu sur Uber, notamment au niveau des institutions européennes, a montré qu'en 8 ans, le budget lobbying est passé de 50 000 euros à plus de 700 000 euros en 8 ans, ce qui est énorme. Ils ont, et vous avez révélé dans vos révélations, que justement les stratégies d'Uber, ça a été de déchaîner les chauffeurs, les clients, de payer des universitaires. On a eu aussi le cas d'une commissaire européenne, Neelie Kroes, qui est prise dans une affaire alors qu'elle était en période de cooling. Elle a accepté un poste au sein de Uber, donc il y a un énorme conflit d'intérêts. Et en face, on a la Confédération européenne des syndicats qui a finalement un budget qui est clairement sous-dimensionné par rapport à toutes ces plateformes, que ce soit Digital Europe ou toutes ces grandes sociétés des Big Tech et Uber. Donc moi, la question que je voulais vous poser, c'est que Leïla vous a fait rentrer dans une réunion au Parlement européen avec à la fois les lobbyistes et différents représentants des institutions européennes. Déjà, quel a été vos ressentis dans ce genre de réunion finalement très feutrée, très politiquement correcte, où justement des travailleurs qui s'invitent à ce genre de réunion, c'est mal vu et on essaye en plus de se victimiser. Donc, quelle a été votre impression en rentrant dans ces dorures du Parlement européen, et surtout face à l'asymétrie de moyens entre les syndicats d'un côté européen, les travailleurs, et de l'autre côté ces grandes plateformes? Est-ce que vous avez des idées pour pouvoir rééquilibrer ce rapport de force pour l'avenir? C'était ma première question. Et la deuxième, plutôt pour Daniel et Leïla, et surtout Daniel, je tenais à te féliciter parce que je sais combien ça t'a coûté de faire ce rapport en termes de temps de travail, en termes d'énergie dépensée avec ton équipe, donc merci à toi. Et du coup ma question elle est simple, et à ton équipe et à Leïla aussi. Tu as fait un travail à l'intergroupe entre l'Assemblée nationale et le Parlement européen avec Leïla qui est assez inédit finalement dans l'histoire de la France insoumise. Si tu devais avoir quelques leçons de bonnes pratiques pour pouvoir le faire aussi sur d'autres propositions de loi, parce que ça va souvent de pair avec le Parlement européen, il y a souvent des sujets qui se coupent parce qu'il y a au moins 70 sujets sur la table par trimestre au Parlement européen. Quelles seraient les bonnes pratiques que tu pourrais donner à d'autres députés du groupe pour justement pouvoir répéter cette action qui a été extrêmement productive? Voilà, merci. Encore une question et puis il reste 10 minutes, on fera des... Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Moi j'ai une question assez simple. On sait que Xavier Niel est le chantre de la Startup Nation en France. Je suis assez curieux de savoir quel rôle il a joué au sein des échanges avec Macron. Déterminant. Et investisseur. Ouais. Il m'a fait les 10 millions. C'est pas mal 10 millions. À toi perso. Marc. Vous voulez répondre? Marc le champagne. Vous répondez? Alors peut-être pas... Ah, pardon. Ah, Bonjour, alors je m'intéresse récemment à la question de l'ubérisation. Moi je suis travailleuse sociale, éducatrice spécialisée dans le médico-social. Et en fait, je me rends compte aussi qu'il y a les Uber qu'on connaît, mais il y a aussi une ubérisation assez générale liée à la dégradation du droit du travail, des conditions de travail. Nous, dans le médico-social, les entreprises ont un management de plus en plus dur, qui tend vers une gestion libérale des salariés. Et du coup, il y a pas mal de salariés qui se disent j'en ai marre de statut, j'ai envie de faire ce que je veux. Et donc, je vais être auto-entrepreneur et bosser à mon compte. Et du coup, je me dis, ça a des conséquences, déjà parce qu'ils perdent des droits, ils perdent au niveau financier, des droits à la retraite, tout ça, mais ça a aussi des conséquences sur le mouvement social, parce que du coup, on a des gens qui travaillent de manière éclatée et qui s'investissent plus dans les syndicats. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu beaucoup de travailleurs indépendants dans les manifestations pour les retraites, parce que du coup, il y a une autre gestion du temps de travail. Et donc, je me dis, merci de travailler sur ce sujet, parce que c'est vraiment, je pense, un sujet
d'avenir si on veut gagner les luttes. Cette déconstruction de tout le tissu social. Et puis aussi, il y a la question de comment vont faire les syndicats face à cette nouvelle organisation de la société pour pouvoir toucher ces nouveaux salariés qui sont plus regroupés dans des entreprises sous des conventions, mais qui sont éclatés. Voilà, va falloir peut-être inventer de nouvelles organisations. Voilà. Bonjour et merci pour votre travail et tout ce que vous avez fait, et puis le courage aussi dont a fait preuve M. McGann. Pour Gérard, merci. Et je voulais parler aussi, pour résumer en fait tout ce qui se passe au niveau de l'ubérisation du salariat, en fait, la disparition du salariat. Il y a une personne que M. Filoche doit connaître, effectivement, qui est morte, qui a passé l'arme à gauche il y a quelques semaines. C'est bien la première fois de sa vie, d'ailleurs, qu'il est passé à gauche, à titre posthume, qui est M. Denis Kessler, et qui disait dans les années 80 ou 90, nous devons tout reprendre ce que nous avons perdu. Et à cela, il s'adressait en fait tout ce qu'avait fait le Conseil national de la résistance. Voilà, et bon, ça c'est pas une question, mais la question c'est pour M. McCann. Je voudrais savoir s'il avait subi des pressions, des menaces verbales, des menaces physiques, voilà, de la part de soit d'officines qui peuvent être d'origine française ou étrangère, je ne sais pas, hein, donc... On va arrêter là les questions puisqu'on doit bientôt rendre l'espace. Donc sur le tour de réponse, peut-être 2 minutes maximum par intervenant qui souhaite répondre à ce qui s'est dit. Merci pour répondre à la question. Effectivement, je vais commencer par l'invitation et l'exclusion. L'invitation par une députée européenne qui est Laïla Chaibi, qui nous a invités, nous travailleurs de plateforme, à pouvoir nous exprimer. J'ai toujours dit que les élus doivent être connectés au peuple et elle a bien fait. Et croyez-moi que j'ai pu voir de mes propres yeux le travail qui a été fait par l'eurodéputé puisque j'ai pu l'accompagner et j'ai eu cette chance. Et je remercie aussi son équipe qui est présente ici parce qu'il ne faut pas les oublier. Chaque jour, on nous invitait justement à nous défendre. Et c'est cette réunion aussi. Cette réunion, quand on a fait une immersion, parce que les travailleurs de plateforme n'étaient jamais invités, hein. Il faut dire clairement les choses, on n'avait pas le droit de parler, de s'exprimer, apparemment certains pouvaient décider à notre place. Lorsqu'on a fait cette immersion-là, moi j'ai ressenti tout de suite 2 choses, l'exclusion et le racisme de classe sociale. Parce qu'il y a une eurodéputée qui m'a dit « je ne comprends pas ce qu'il dit, pourquoi il me parle, il parle en français alors qu'on est quand même, je suis désolé, avec des eurodéputés qui parlent de différentes langues. Ma langue maternelle, c'est la langue française. » Et donc, je me suis exprimé parce qu'il y avait des traducteurs, il y avait des gens qui pouvaient traduire, et donc je voulais dire ce que j'avais à dire. Et à ce moment-là, on m'a dit en gros que j'étais pas la bienvenue. Mais malgré tout, j'ai pu exprimer mes idées. Et mes idées proviennent des travailleurs de plateforme que j'ai pu rencontrer. Et moi, j'ai fait tout simplement un principe qui est très simple, c'est qu'eux, ils sont venus hacker nos droits. Ils ont hacké le code du travail, j'ai hacké leur réunion, grâce à une élue. Voilà, tout simplement. Et comment on continue ce combat avec les travailleurs de plateforme? Eh bien, tout simplement, moi, j'ai décidé d'allier un maximum de mes camarades à l'échelle européenne pour créer une task force. On a fait une mobilisation qui a vraiment alerté Uber, hein, au point où ils se sont inquiétés de cette mobilisation. C'était Amsterdam, Bruxelles, Paris, Genève qui se sont alliés. On va continuer dans ce sens-là, mais grâce justement aux élus connectés au peuple, aux travailleurs qui ne se laissent pas faire, on ira jusqu'au bout de notre combat. Oui, moi je voulais juste réagir sur l'intervention à propos du médico-social.
Parce qu'en fait, il me semble qu'il y a un élément important, en fait, c'est de bien penser à la question de l'indépendance conjointement avec celle du salariat. Ne pas dissocier les deux. C'est-à-dire que, de fait, la question du statut d'emploi et des statuts d'emploi, elle est essentielle. Mais il me semble important de vraiment penser ensemble travail et emploi. Parce qu'en fait, c'est là ce que vous décrivez. Vous montrez finalement que la croissance de l'indépendance, elle participe en fait de la dégradation des conditions de travail des salariés. Et de l'autre côté, en fait, il faut aussi penser pourquoi l'indépendance est attractive. C'est que de l'autre côté, on a une dégradation des conditions de travail des salariés. Et donc, il me paraît extrêmement important de penser l'articulation des deux, penser conjointement travail et emploi, indépendance et salariat, et pas seulement, en effet, évidemment, la lutte autour de la question des statuts d'emploi, de la préservation du salariat, etc. Oui, le salariat est protecteur, et en même temps, on l'a vu, par exemple, avec le déploiement dernièrement du quick commerce. Je ne sais pas si vous avez vu donc, tous ces entrepôts où on avait de la livraison rapide en 10 minutes. Et en fait, ces entreprises ont mis en avant le fait de salarier leurs livreurs, notamment. Sauf que derrière, en fait, on a découvert que les conditions de travail étaient déplorables. Donc ça ne suffit pas. Donc voilà, c'était juste pour compléter, pour agir à votre remarque. Merci. Alors, je vais faire vite. Il y avait une question sur le rôle de Xavier Niel. Xavier Niel, pour l'avoir côtoyé lorsque j'étais chez Uber, et ensuite, à la demande du fondateur de TikTok, qui est venu en France pour comprendre comment fonctionne la France, moi, j'estime que Xavier Niel, c'est un peu le grand huissier de la République. Donc, quand vous voulez venir investir en France, ou quand vous voulez faire changer les choses en France, quand vous voulez bénéficier des largesses de la France, vous passez par la case Xavier Delphine. Donc, chez eux, dans le 16e, il fait un dîner et tout part de là. C'est lui qui vous ouvre la porte à l'Élysée, à Bercy, etc. Je me passerai de commentaires sur la légitimité de ce type de monsieur. Nelly Cruz, je me permets de vous corriger de manière constructive. Il y a encore beaucoup à piocher dans les Uber Files, donc dans les 127 000 documents, et il y a des révélations à venir. Olaf, qui est l'agence européenne antifraude qui fait partie de la Commission européenne, a ouvert une enquête sur Nelly Cruz en juillet 2022. Plus d'un an plus tard, il n'y a pas de fumée, ni blanche, ni noire. Je me permets de vous corriger. Elle a travaillé, certes, pour Uber lorsqu'elle était dans sa période de cooling off, mais elle a été approchée par Uber, elle a accepté de travailler pour Uber lorsqu'elle était encore en place en tant que vice-présidente de la Commission européenne. Je suis étonné que les politicos et autres ne soient pas plus curieux. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas mes souvenirs qui comptent, ce sont les données qui doivent faire foi. Et la dernière chose, les menaces que j'ai subies, moi à l'époque, c'est un peu surréaliste quand vous bossez pour une entreprise et on vous donne des gardes du corps. Parce que j'ai été attaqué physiquement, verbalement, sur les réseaux sociaux, par les chauffeurs de taxi à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai dit à ces chauffeurs de taxi, mais je vous comprends. Parce que le grand méchant loup californien, avec l'aide du grand huissier de la République, avec l'aide d'Emmanuel Macron, nous ouvre les portes, nous permettait de faire du dumping et racheter pour posséder le marché des transports de personnes. Donc ils étaient sur les nerfs parce que c'était leur gagne-pain. Aujourd'hui, je n'ai pas de menace venant des chauffeurs, j'ai plutôt un soutien qui m'est précieux. Merci. Oui, moi, à la fin de quand j'étais en activité, j'ai vu des fabricants de sandwichs chez Subway, qui étaient auto-entrepreneurs. J'ai vu, dans les télés, les maquilleuses sont auto-entrepreneuses. J'ai vu sous le pont Marie à Paris des tailleurs de pierre qui étaient auto-entrepreneurs. Vous avez maintenant des journalistes dans la PQR qui sont plus pigistes, mais auto-entrepreneurs. Et donc, partout, le patronat essaie. Donc, on voit, ils nous minent le sol sous nos pieds. Mais une fois que je dis ça, il faut bien avoir une conscience. Ils ne gagneront pas, et c'est nous la force. Nous sommes 90% des actifs. Jamais ne sortons ce chiffre de notre tête, si vous me permettez d'insister là-dessus. 90% des actifs sont salariés. Alors peut-être qu'on est descendu... Je vous informe que depuis quelques minutes déjà, sur le stand de notre groupe parlementaire européen, Macron distribue... Daniel me dit d'essayer de continuer. J'essaie.
90%. Avec Macron, peut-être ça descend à 89, 88, 87. On recule. Mais ne confondons pas ce recul. Parfois, on se laisse aller. Les gens pensent les indépendants vont gagner, etc. Les indépendants ont perdu. Ils ne regagneront jamais nulle part dans le monde. Ce n'est pas l'économie formelle qui peut gagner. Ce sont les salariés avec statut, parce que même pour produire, ils sont plus efficaces avec statut quand ils sont bien formés, bien traités et bien payés. Ce à quoi ça sert, c'est à raboter nos capacités de résistance. Alors ne les rabotons pas dans nos têtes en renonçant à ce qu'est la puissance du salariat. Le salariat est puissant. C'est la base de la société future. Les droits que nous avons acquis, tous ceux que j'ai énumérés, la médecine du travail, la section du travail, les délégués du personnel, le salaire brut, la feuille de paye, la durée du travail, ça c'est la base du futur, de l'économie sociale que nous voulons. C'est à ça qu'ils s'attaquent, mais nous devons partir, comment dirais-je, comme des éléphants dans cette bataille. Pour l'instant, c'est plutôt eux les fourmis. Ils sont dangereux, ils ont peut-être du poison. Elles font du sale travail, elles font du sale boulot. Il faut les combattre, il faut avoir conscience. Et c'est pour ça que je dis que cet atelier devrait être le principal de toutes les universités de la NUPES. Parce qu'il s'agit d'unir le salariat pour résister à cette attaque. Unir le salariat, c'est unir les partis, les syndicats et les associations du salariat. Donc tous ceux qui composent la gauche. Et sans effort, il faut réussir l'unité pour la défense du salariat. Et ça, c'est ce que fait Léla Chabi, c'est ce que fait Daniel Simonet, c'est ce qu'on doit faire tous ensemble. L'union fait la force. La force ne fait pas l'union. Écoutez-moi bien. L'union fait la force. Mais c'est la conviction qui fait l'union. C'est la solidité des idées, de la force sociale qu'on est. Ce n'est pas jamais les appareils. C'est la force sociale qu'on est. C'est la force des 90% de salariés qui comptent. C'est au nom de ça qu'on agit, qu'on existe, qu'on se bat et qu'on lance des alertes ou qu'on est syndiqué. Parce que la question principale de tout ça, c'est se syndiquer. Sans syndicat, on n'est rien. Et sans syndicat, on n'a rien. Et c'est comme ça qu'on battra Uber. C'est pour ça qu'on doit absolument inviter cette question de la bataille contre l'ubérisation et pour la défense du salariat, à la fois dans la bataille européenne et dans les batailles d'après. Sachant qu'on a toujours en tête que la question de l'union, de l'unité de la classe ouvrière et du peuple, et de l'unité des forces politiques pour pouvoir jouer la gagne, eh bien, est un combat sans relâche. Petite anecdote, pour essayer de répondre à la question qui m'a été posée sur comment est-ce qu'on peut toujours mieux travailler dans la FI entre justement groupe à l'Assemblée nationale et groupe parlementaire. Moi, je suis rentré dans la bataille au moment de la lutte des taxis, et ça a coïncidé à la loi El Khomri. Et dans la loi El Khomri, il y avait un député qui avait mis un amendement qui finalement visait à donner des droits aux chauffeurs VTC, mais pour empêcher toute requalification en salariés. Et les taxis, qui étaient en mobilisation, je leur ai dit, mais vous voyez bien que la loi travail, elle vous concerne directement. Hein, la loi anti-travail, la loi El Khomri de l'époque. Parce qu'en fait, elle vise à casser le code du travail et à faire en sorte qu'il y ait un dumping social de folie. Et non seulement les VTC vont être surexploités, mais vous allez aussi paupériser. Et ça n'a été pas si simple de faire en sorte que les taxis rentrent dans la bataille contre la loi El Khomri. Mais vous avez eu, pendant Nuit debout, des taxis qui ont décidé de faire taxi debout. Mais ce n'était pas si simple de faire en sorte que les gens, dans Nuit debout, s'intéressent au taxi debout. Même y compris dans mon propre mouvement, certains étaient à la fois admiratifs de ce que je faisais avec les taxis, mais en même temps, on se disait, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ces artisans? De toute façon, les taxis, on ne les connaît pas bien, puis souvent, ils sont un peu trop chers, et puis, qu'est-ce qu'ils votent, les taxis? Enfin, non, j'y suis pas simplement pour défendre, et encore que c'est très honorable, hein, de défendre une profession réglementée, parce que la casse des professions réglementées, c'était le projet de Macron, et on n'est pas d'accord avec ça, mais ça allait bien au-delà. Parce qu'à travers la loi El Khomri, ce qu'il commençait déjà à faire, mais ça avait commencé, comme tu l'as dit, par Madeleine et d'autres, c'était bien pas simplement casser le code du travail, mais se passer du code du travail. Et le modèle de l'ubérisation, c'est se passer du code du travail, se passer de le système de protection sociale, et au final appauvrir l'État, parce que toutes ces plateformes, elles sont professionnelles de l'évasion fiscale. Et il ne faut jamais baisser la tête, et il faut toujours se dire, on mène la bataille, et quand Léla Chabi est arrivée députée européenne, et qu'elle a saisi le sujet, en faisant en sorte que les moyens
du Parlement européen, dans toute la légalité, soit mis au service de la constitution d'un lobbying populaire, pour reprendre ces termes, pour faire face au lobbying oligarchique des plateformes et de tous leurs investisseurs, parce que les Uber Files est très révélateur sur la logique oligarchique, on ne le dira jamais assez. À la fois, tu as Xavier Niel de Frick a un rôle déterminant, mais comme tu nous l'as expliqué, et comme les Uber Files l'ont expliqué, c'est Google qui organise la première rencontre. Mais pas Google France. C'est Google américain qui décide qu'il faut absolument, comme il est investisseur de Uber, et qu'il a les contacts déjà, qui fait en sorte que Uber rencontre, le patron d'Uber, Trace Kalanick, rencontre Emmanuel Macron. Et tous ces dîners, qui étaient comme les dîners du siècle sous Sarkozy, montrent bien qu'en fait, est-ce que c'est Macron qui roule pour Uber, ou est-ce que c'est le système oligarchique qui roule pour Uber, et Macron qui est son petit exécutant? Et l'enjeu de 2027 de déconnecter Macron, c'est de déconnecter et d'empêcher la reconnexion de tous les candidats du système. Qui sera le prochain candidat du système? Et là, on le sait, ça peut être n'importe qui du mouvement libéral ou de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, elle ne pose pas d'inquiétude aux tenants du capital et aux tenants du système. Donc la bataille pour la défense du salariat, elle a de beaux jours devant nous. On a déjà dépassé le temps, mais la gagne, on doit être dans la logique de la gagne. La gagne de l'unité aux prochaines européennes et la gagne de l'unité pour 2027 et déconnecter Macron. Merci Marion, merci Gérard, merci Marc, merci Sophie, merci Brahim, et merci à vous toutes et tous. Et merci aux collaborateurs qui ont organisé ce débat et cette brochure.